Bonjour à tous. Alors nous on a choisi de vous faire une présentation en binôme, donc on va alterner tantôt l'une, tantôt l'autre. Ça marche comme ça? Oui, je suis vraiment pas grande. On va commencer par faire une petite introduction. Je ne sais pas si vous avez écouté la télévision hier soir. On nous a parlé hier soir du vol du dossier médical de Michael Schumacher. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Lors de son transfert de l'hôpital de Grenoble à l'hôpital de Lausanne. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais quelqu'un a volé le dossier et a essayé de revendre à au moins 4 journaux, 4 organismes. Évidemment, c'est illégal, mais on s'est dit que ça nous faisait une bonne entrée en matière quand même pour aujourd'hui. Donc on va vous parler des menaces informatiques et des pratiques de sécurité dans les hôpitaux. Tout d'abord, on va se présenter. Alors, ma binôme est Astrid Lang, responsable de la sécurité des systèmes d'information patients à la PHP, on peut dire comme ça, la PHP. Voilà. Et puis moi, je suis Hélène Courtecuisse, consultante et fondatrice de l'ISIS Conseil. Alors, l'échantillon, les hôpitaux qui ont été interrogés et qui ont répondu sont au nombre de 150. Alors, il s'agit d'hôpitaux publics, français bien sûr, de plus de 200 lits. Alors, vous avez 3 catégories d'hôpitaux, des hôpitaux plus petits et puis des hôpitaux plus grands, ça va jusqu'au-delà de 1000 lits. 21% de l'échantillon comporte plus de 1000 lits, donc des gros hôpitaux. Et 19% appartiennent à un groupement. Les personnes interrogées, comme pour l'enquête des entreprises, sont dans 17% des cas seulement des RSSI qui étaient la cible primaire, la cible idéale. Mais on a surtout eu affaire à des responsables informatiques. Donc 72% des répondants sont plutôt dans la fonction informatique, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas RSSI, simplement ils appartiennent à la fonction informatique. Et puis les résultats ont été redressés de la même façon par GMV Conseil pour être représentatifs des échantillons. Donc, alors on va commencer par le thème de la PSSI. On a demandé aux hôpitaux s'ils disposaient d'une PSSI formalisée. Et puis, dans le cas où ils répondaient oui, si cette PSSI était en conformité avec le programme Hôpital Numérique. Ce programme Hôpital Numérique qui vise à restructurer toute la fonction informatique et sécurité dans les hôpitaux. Alors, on se rend compte que si on prend l'ensemble du panel, on a affaire à la moitié. La moitié des hôpitaux ont une PSSI et la moitié n'en a pas. Si on regarde les hôpitaux de plus de 1000 lits, donc les plus grands, la proportion est assez différente. Vous avez 71% d'hôpitaux de plus de 1000 lits qui ont une PSSI formalisée. Et dans 17% des cas, pour se mettre en conformité avec le fameux programme Hôpital Numérique. Donc on sent une progression. Et on se rend compte également que la direction générale soutient à 90% l'élaboration de cette PSSI, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. C'est un très bon chiffre. Parmi ceux qui ont une PSSI, 88% l'ont révisée il y a moins de 3 ans. Alors révisée ou établie, ça je ne sais pas si on a la nuance. Révisée, merci. Et on leur a demandé quelle était leur source d'inspiration principale pour élaborer cette PSSI, d'où ils tiraient la grande structure de leur PSSI. Et on se rend compte qu'en fait, en majorité, ils s'inspirent d'ISO 27001 complété d'ISO 27002. Et vient en deuxième position le guide PSSI de l'ANSSI. Alors, question organisation et moyens de la sécurité. On a affaire à une augmentation importante des RSSI depuis 2010. Alors, la dernière étude pour les hôpitaux remonte à il y a 4 ans. On ne la fait pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Donc, on peut se comparer à 2010 et on se rend compte qu'on a maintenant un RSSI ou un référent sécurité DSI dans 60% des établissements hospitaliers. Ceci dit, la personne n'est généralement pas à temps plein. 3 RSSI sur 4 ne sont pas à temps plein. C'est quand même un bon chiffre. On se rend compte également à travers les graphiques, qui sont un peu petits, c'est vrai, me dirait Lionel, que ce rôle de RSSI demande non seulement un intérêt pour les questions juridiques de plus en plus fort, mais aussi une compétence. Surtout dans les hôpitaux, un petit peu partout, mais surtout dans les hôpitaux. Il y a une forte pression réglementaire, Astrid vous en parlera tout à l'heure, une forte structuration des exigences réglementaires, et ça demande d'avoir quand même une bonne compétence, une bonne connaissance.
c'est dans le bon sens. Alors les budgets informatiques et les budgets sécurité, et la proportion entre les budgets sécurité et informatique. On se rend compte que les budgets informatiques sont en hausse. C'est une bonne nouvelle, je pense. Par contre, les budgets sécurité sont globalement stables. Alors, ils sont stables par rapport à des budgets informatiques en hausse. Donc, ils sont quand même légèrement en hausse. Mais ils augmentent moins vite que les budgets informatiques, en réalité. La dépendance, alors sans aucune surprise, la dépendance au système informatique est totale. On s'en doutait un petit peu. C'est confirmé. On a 79% des hôpitaux qui nous disent que leur dépendance est forte à l'informatique. 18% de dépendance modérée. Donc la part du budget sécurité dans le budget informatique régresse, comme je vous le disais. Ceci dit, on a quand même 31% des répondants qui nous disent qu'ils ne connaissent pas la part du budget sécurité dans le budget informatique. Alors ça, c'est peut-être vrai si on n'a pas de plan d'action sécurité très formalisé, mais il y a quand même, on sent pour l'instant, un manque de maturité de ce côté-là, un manque de retour en tout cas sur cette connaissance croisée. Les budgets augmentent. Alors surtout, on s'est rendu compte après dans le détail des études, surtout pour investir dans des solutions techniques au regard de la disponibilité des systèmes. Donc vraiment, assurer la disponibilité, c'est crucial dans un hôpital, c'est encore plus important que le reste. Et puis, en termes de contrôle et d'audit, on a une augmentation des budgets de 15%. Les solutions techniques pour la disponibilité augmentant de 45% par rapport à il y a 4 ans. Donc on sent qu'il y a des préoccupations plus importantes que d'autres, plus cruciales. Et puis quand on demande aux hôpitaux quels sont leurs freins pour investir en sécurité, à 52%, ils répondent à un manque de budget. Ça, vous me direz, tout le monde lit ça, toujours, pour tout. Et puis la deuxième raison, la deuxième cause, c'est le manque de personnel qualifié, 43%, ce qui est quand même un chiffre important, 43% de manque de personnel qualifié. Alors, si on se penche sur la question maintenant un peu plus technique de sécurité des inventaires et des classifications des biens, on se rend compte que c'est en progression. Les inventaires sont en progression. 29% des hôpitaux ont réalisé un inventaire de leur support informatique. Et 25% ont attribué un propriétaire à ces biens. Et enfin, 61% des établissements ont commencé à classifier leurs informations. Donc on sent qu'on est en progression. On a une très bonne couverture en 2014 par rapport à 2010. On voit nettement cette progression de l'encours sur les inventaires. Et puis la classification qui suit, 61%, mais la direction est donnée en tout cas. Donc les résultats sont très encourageants et bougent même relativement vite, on peut dire. Donc, je vais passer la parole à Astrid pour les thèmes suivants. Alors le thème suivant, c'est l'analyse de risque. Alors concernant les analyses de risque que nous adorons dans nos hôpitaux, en fait ce que l'on constate, c'est que seuls 60% des établissements ont effectué des analyses de risque et en fait c'est très proche, c'est vraiment corrélé avec la présence d'un référent sécurité. Quand il n'y a pas de référent sécurité SI, en fait ce chiffre-là s'effondre. L'autre point, c'est que même quand il y a un référent sécurité, et même si 60% des établissements font des analyses de risque aujourd'hui, ils se concentrent particulièrement sur les activités de soins, les activités métiers, donc la production de soins. Et souvent, c'est lié à non seulement parfois des incidents, des problématiques des métiers qui n'ont pas forcément confiance dans le système d'information, ou une bonne rénovation du système d'information que l'on veut faire, ou alors c'est également au travers de la direction générale, la DGOS, donc la direction des hôpitaux, qui pousse effectivement à faire des analyses de risque, parce qu'en fait c'est également un des critères pour obtenir des financements. Sans analyse de risque, on ne peut pas lancer de projet. Donc ça également, c'est un levier pour effectivement, non seulement avoir des RSSI qui commencent à être dans les hôpitaux, mais en plus, pour se concentrer là-dessus. Par contre, il reste quand même effectivement 19 et 13%
d'analyse de risque qui sont sur l'ensemble du SI, donc donnent pas forcément une visibilité, enfin donnent une visibilité globale, mais pas forcément qui permettent ensuite de faire des actions de sécurité assez pointues sur la production de soins, ou alors c'est effectivement limité au périmètre informatique, problème informatique, de dispo ou autre, et donc on fait effectivement une analyse de risque pour voir et pour avoir du budget supplémentaire pour rénover l'infrastructure. Donc ça, c'est un point important. L'autre axe que nous avons constaté au travers de cette enquête, c'est que côté méthode, eh bien avant, il y avait beaucoup de méthodes qui étaient utilisées par les différents référents sécurité, systèmes d'information. Aujourd'hui, c'est essentiellement EBIOS et ISO 27005. Pourquoi EBIOS, parce qu'en fait, non seulement l'ANSSI préconise EBIOS, les formations ANSSI EBIOS, mais également côté ministère de la Santé et toutes les documentations qui sont élaborées et toute la démarche d'approche des risques se fait avec EBIOS dans le monde de la santé. L'autre point, c'est que ISO 27005 est également très utilisé. Là, c'est un autre biais et qui fait effectivement que les croisements sont très intéressants. C'est en fait les RSSI, enfin les personnes qui sont formées à la sécurité. En général, les centres formateurs, il y en a peut-être dans la salle, enfin j'en vois au moins, en fait, font beaucoup de formations qui sont orientées ISO 27005. Et donc, on part avec ce bagage-là, on atterrit, et puis ensuite, on se met également à faire de l'EBIOS parce qu'on a effectivement notre tutelle qui parle d'EBIOS. Voilà. Donc, ça s'explique relativement bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les méthodes diverses et variées et personnelles sont vraiment clairement abandonnées en 4 ans. Et de façon assez remarquable, puisqu'on est passé de 64 à 29. Je continue. Pardon, ça y est, j'ai fait une bêtise. Concernant les chartes d'utilisation, les chartes dans nos hôpitaux, là encore, il y a eu une bonne progression. Aujourd'hui, il y a quand même 9 hôpitaux, enfin 9 établissements de santé sur 10 qui ont une charte. Ce qui est aussi important, c'est que la charte, au départ, elle était souvent annexée au règlement intérieur. Le règlement intérieur, tout le monde est censé le connaître, personne ne le voit ou rarement on le voit. Et donc, la charte était annexée, c'était très pratique, parce que toutes les annexes, on n'a pas forcément besoin de les passer devant des instances trop importantes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, beaucoup d'hôpitaux, et on voit plus de 50%, veulent que l'utilisateur qui arrive signe la charte. Alors ça, c'est important et c'est possible pour des hôpitaux moyens, petits. Ce n'est pas forcément aussi facile quand on a des gros hôpitaux, en particulier le nôtre. Là, c'est très difficile avec nos 90 000 agents, même 100 000 avec les prestataires. C'est beaucoup plus difficile que tout le monde appréhende cet aspect-là. Ce qui est aussi important, c'est que la cible, c'est bien le personnel, mais ce n'est pas seulement le personnel de nos établissements de santé, c'est également les prestataires. Et nous avons beaucoup d'intervenants, donc des prestataires, des intérimaires, qui ne connaissent pas forcément les règles santé quand ils arrivent, ou qui connaissent les règles qui s'appliquent dans certains contextes, mais pas forcément dans les établissements de santé. Ce qui est également important, c'est qu'en fait, et ça c'est également hôpital numérique, comme tout à l'heure cela a été cité, un tiers des établissements aujourd'hui ont un programme de sensibilisation. Pourquoi? Parce que c'est aussi un des critères. Il faut avoir un programme de sensibilisation pour notre personnel. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est quand même resté encore sur, enfin je suis peut-être un peu dure dans mes propos, qu'on est encore resté un peu vieillot. On fait des news dans l'intranet, on essaie de faire des mails, on fait des articles, parfois on fait des affiches, un peu noyées dans les autres affiches, qui sont quand même importantes dans le monde hospitalier, et que parfois même le patient découvre et il ne comprend pas ce que c'est quand on dit vous, personnel hospitalier, merci de ne pas laisser traîner votre mot de passe. Ce n'est pas forcément judicieux quand un patient arrive. Donc là, il y a également des hôpitaux qui sont en train de réfléchir à d'autres moyens. Par exemple, quand on se connecte, au moins la première fois, voire dans certains contextes régulièrement, qu'un message s'affiche. Attention, côté sécurité, changez votre mot de passe. Un autre point qu'on a trouvé, c'est effectivement d'avoir en veille écran. En veille écran, parce que souvent, les professionnels de santé, d'ailleurs c'est un de nos problèmes,
tapotent un peu, puis ensuite ils vont chez le patient, puis ensuite ils discutent, ils se concertent, ensuite ils reviennent. Donc en termes de temps de connexion, je ne vous dis pas, 13 heures ça leur va bien parce qu'ils n'arrêtent pas de devoir accéder, mais ponctuellement. Eh bien, quand ils n'accèdent pas, c'est vrai que la veille écran, finalement, c'est pas mal pendant qu'ils discutent. Parce qu'au moins, comme ça, on ne voit pas ni dans les couloirs, ni dans les postes de soins où passe quand même parfois la famille l'écran. Mais en plus, si c'est ludique, ils accrochent. Et là, on a du retour. Un autre point qui a été posé, c'est la sécurité physique du dossier patient. Elle est de la responsabilité de qui? Alors, quand on regarde par rapport à 2010, on a quand même une progression, c'est-à-dire que le dossier patient, maintenant, on a compris que c'est de la responsabilité du médecin ou de l'équipe soignante. Mais c'est de la responsabilité de l'équipe soignante, donc à 53%, contre 20% identifiés il y a 4 ans, alors que les règles n'ont pas changé. En fait, c'est pendant que le patient est présent. Mais quand le patient sort, ou au bout d'un certain temps, c'est aux archives. Et donc, c'est là que vous avez l'aspect services généraux. Les archives font partie des services généraux. L'autre point qui est important, c'est que notre informatique, elle est de plus en plus présente et elle est importante en termes de processus de soins et d'avoir des alertes. Et donc, les médecins, les professionnels de santé nous disent ras-le-bol là d'avoir notre dossier papier, parce que le sujet, c'est bien la sécurité physique du dossier papier. Ras-le-bol, on ne veut plus éditer. On ne veut plus éditer, et puis on saisit une information dans notre dossier numérique, et puis voilà. En fait, on a quand même un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'avoir des documents numériques qui sont signés électroniquement, déposés, accessibles et bien sûr qui sont utilisables en termes de preuves. Récemment, je vous donne un exemple qui m'a un tout petit peu choqué, qui était également, je crois, dans la presse. Nos hôpitaux, en fait, ont une demande d'une famille, d'un patient décédé, et ils voulaient accéder au dossier du patient. L'équipe de soins dit non, le patient a bien signifié que il l'a marqué, regardez le dossier électronique, il a bien marqué qu'il ne veut pas que sa famille, que ses ayants droit, accèdent au dossier. Il ne voulait pas. Donc, un patient a le droit de l'exprimer. Cependant, nos juristes n'ont trouvé aucun document papier signé par le patient. Ils ont trouvé une mention dans le dossier électronique. Eh bien, en fait, nous avons dû donner à la famille le dossier du patient. Donc ça, c'est encore quelque chose d'important. Et donc, indépendamment de la sécurité dont on parle, on voit quand même qu'on est dans un aspect de sécurisation qui est important, mais que nos professionnels aimeraient bien un peu abandonner cette sécurité physique qui est quand même un peu délicate, parce que quand vous allez dans nos hôpitaux, tout est ouvert, les chariots de soins avec les dossiers sont parfois dans des coins. Allez-y à 7 heures du soir et ce sera remarquable. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, on a identifié les responsables, mais enfin, on a encore un certain nombre de problématiques. Concernant le nomadisme, alors, nous, en fait, dans nos hôpitaux et dans tous les établissements de santé, le nomadisme est de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément du matériel qui plaît à nos médecins, qui plaît à nos professionnels, et donc, c'est important. Et donc, l'ouverture des accès à partir de l'extérieur croît. Nous avons de plus en plus, alors le chiffre là, c'est pour les ordinateurs portables à 75%, c'est quand même du matériel des établissements de santé, ce n'est pas du biode. Mais il y a quand même, on accroît effectivement la possibilité d'utiliser son matériel à partir de l'extérieur. On l'emporte partout. L'autre point, c'est les tablettes, les smartphones et également tout ce qui est biode. Eh bien en fait, là encore, cela croît. On en a de plus en plus. L'autre point, c'est qu'on interdit dans 70% des cas toute la partie messagerie instantanée parce qu'on passe trop d'informations et très vite l'information a une certaine confidentialité dans notre contexte de santé. Je dirais presque toujours. Comme dirait la CNIL, vous n'avez pas d'information qui est anonyme
Vous n'avez même pas beaucoup d'indirectement nominatifs, même quand vous parlez déjà, voilà. Et nous avons également, côté réseaux sociaux, c'est complètement interdit. Cependant, ce qui est paradoxal, c'est que l'accès à Internet, sans aucun filtrage, eh bien, a beaucoup augmenté. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, à part les administrateurs qu'on limite sacrément, les autres ont accès à l'Internet et donc font du réseau social. C'est-à-dire, c'est quand même paradoxal de dire, voilà, on bloque d'un côté, on interdit à 70%, puis de l'autre côté, on a, c'est grand ouvert. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas compris ces chiffres. Donc, je vous les soumets aussi à réflexion, et si quelqu'un a la réponse, ce serait sympa. Pour notre rapport, peut-être. Trop tard. Ensuite, on a la partie, effectivement, IP. Alors là, de plus en plus, on autorise effectivement d'avoir la voix et la partie IP qui, effectivement, est dans un même contexte. Et donc là, en fait, on a sous conditions et sans conditions, qui sont quand même assez proches, mais qui sont quand même plus limitées. Et on en revient quand même un peu aussi à avoir d'autres systèmes, parce que quand le réseau ne fonctionne pas et que nos SAMU doivent se joindre ou que d'autres professionnels doivent se joindre, on voit qu'on a quand même besoin d'avoir d'autres systèmes pour se joindre. Et donc, on a encore du filaire quand même important qu'on a remis, parce qu'on s'est planté. Ça va ? À toi. Bien, alors maintenant on va aborder le chapitre de la protection des postes, protection des données, des bases de données, donc les protections techniques. Alors sur cette page-là, on vous parle surtout des postes utilisateurs. Alors on s'est rendu compte au travers de cette étude que les ordinateurs, qu'ils soient fixes ou portables, bénéficient d'une protection classique à base d'antivirus, de pare-feu, d'anti-spam, mais avec un taux très élevé. Vous voyez, on est à 95% d'usage généralisé et 3% d'usage partiel. Donc on a un très bon niveau de protection qu'on ne retrouve pas par contre sur les smartphones et les tablettes. Vous voyez sur le graphique, les smartphones et les tablettes, eux, sont à un niveau qui est très bas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment des données à protéger pour le moment dans les hôpitaux sur les smartphones et les tablettes. Donc il faudrait pouvoir croiser ça avec peut-être un chiffre un petit peu plus précis du vrai besoin. Du côté du chiffrement, le chiffrement des données. Alors sur les équipements mobiles, on a toujours les PC portables. On a peu recours au chiffrement en fait. Moins de 20% des ordinateurs portables et pas du tout sur les smartphones et les tablettes. Donc on a un petit peu de chiffrement, mais c'est quand même pour le moment très réduit. Et là aussi, la question est la même. Est-ce qu'il y a des choses à chiffrer en l'état des applications et des besoins de chiffrement personnel? Par contre, au niveau du chiffrement des échanges de données, donc là on est plutôt au niveau serveur, au niveau de la DSI, les échanges de données organisés, gérés par la DSI, là oui, on a 75% des établissements et même 90% des gros établissements de plus de 1000 lits qui ont recours effectivement à du chiffrement dans les échanges de données. Alors ça évidemment c'est dans un contexte réglementaire aussi, mais il y a une très très bonne progression de ce côté-là. Et puis, toujours dans le registre des techniques de protection, l'utilisation de tout ce qui est IDS, IPS. Ah oui, si je tourne le papier et que je ne tourne pas la slide, ça ne va pas aller pour vous. On se rend compte que l'utilisation d'outils d'IDS et d'IPS, de sondes de détection et de protection, est quand même encore pour l'instant moins répandue dans les hôpitaux que dans l'industrie. Si on regarde les chiffres croisés entre les deux études, ceci dit, ça progresse aussi, c'est normal. Pareil pour tout ce qui est outils de SIEM, de collecte des incidents, interprétation, corrélation, rapport d'incidents, d'incidents de journalisation. Là aussi, un établissement sur deux a mis en place un outil de SIEM. Donc on a également une bonne progression. Et puis après, pour tout ce qui est technologie NAC, DLP, donc contrôle des accès et contrôle, suivi ou blocage des fuites d'informations, là on se rend compte que les technologies sont encore très peu utilisées en réalité.
Voilà. Alors évidemment, on vous encourage à lire tout le reste du rapport parce que vous avez beaucoup plus de détails dans le rapport que sur ces 2 slides de moyens techniques. Après, pour tout ce qui est infogérance, alors infogérance et cloud computing, l'infogérance stagne. Au travers de cette étude, on se rend compte finalement que non seulement on n'a pas un gros changement depuis 4 ans en matière d'infogérance, hein, on a 28% des hôpitaux qui ont placé une partie de leur SI et 3% la totalité de leur SI en infogérance. On avait à peu près les mêmes chiffres dans les précédentes études. Les hôpitaux de plus de 1000 lits à 18%, donc c'est encore moins. Par contre, ce qui change, la grosse différence, c'est le suivi en fait. Les hôpitaux les plus importants du panel, donc ceux qui en font plus de 1000 lits, font un suivi de leur infogérance dans la moitié des cas. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que les autres hôpitaux qui, eux, ont plus d'infogérance et finalement font un suivi dans 34% des cas. Ça veut dire que finalement, ils externalisent davantage et ils suivent moins. Donc on se rend compte qu'il y a une marge de progression, comme on dit encore. Ensuite, côté audit, alors il y a le contrôle, le suivi quotidien de l'infogérance, et puis il y a l'audit de l'infogérance, donc l'audit formalisé. Là, les chiffres révèlent que 70% des établissements, toutes catégories confondues, n'auditent pas, n'auditent jamais leur infogérant. Donc si on est dans le mauvais cas, où non seulement on a externalisé, mais on ne fait pas de suivi au quotidien et qu'on n'audite pas, oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. Et puis côté cloud computing, alors là vous ne le voyez pas sur le slide, mais il y a un petit commentaire qu'on peut vous passer en direct sur le cloud computing. Un hôpital sur 5 y a recours. Moi j'étais étonnée de voir ce chiffre-là, j'ai trouvé que c'était beaucoup. 65% d'entre eux font du cloud privé, 13% du cloud hybride et 19% de cloud public. Alors concernant le contrôle d'accès, il y a 2 axes. Il y a l'authentification et également la partie mot de passe habilitation. Concernant l'authentification, l'usage de la calculette, bon, il y a encore 10%, mais en fait, dans les hôpitaux, globalement, donner aux professionnels de santé une calculette, c'est pas possible. Non seulement il la perd, il l'oublie, il l'égare, bon, ça coûte cher, c'est pas possible. En plus, ça l'énerve d'avoir un numéro là à retaper, donc c'est trop pour lui. L'autre point, la biométrie, hein, qui peut être pratique dans certains contextes, de toute façon, c'est refusé par nos instances. Les syndicats pensent que c'est du flicage quelque part, qu'on a tout enregistré, que de toute façon, ce n'est pas du tout la bonne solution. Et donc, c'est surtout l'emploi d'une carte contenant, d'une carte à puce contenant un certificat numérique. C'est celle-ci, c'est le mode d'authentification qui est aujourd'hui le plus répandu dans les hôpitaux, à 67%. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 axes. Premier point, l'ASIP, depuis 2013, distribue gratuitement toutes les cartes que nous souhaitons. Donc, il y a nos professionnels de santé qui sont dans les différents ordres qui, bien sûr, les reçoivent depuis plus longtemps. Et nous pouvons en demander autant que nous voulons pour, bien sûr, du personnel qui est dans nos sites. Et donc, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle des cartes d'établissement, mais qui sont effectivement des cartes professionnelles établissements de l'ASIP. L'autre point, c'est que beaucoup d'établissements ont déjà pris et ont fait un choix, parce qu'ils ont une plus grande maturité, une carte établissement qui est en fait multi-fonction, en particulier self, parking et tout. C'est beaucoup plus efficace, parce qu'en fait, on oublie assez facilement sa carte pour s'authentifier au système d'information, mais on n'oublie pas sa carte parking pour aller manger. Donc c'est vraiment, bon, il y a en particulier le CHU de Lille qui a démontré ça depuis pas mal d'années, ça marche super bien. Donc, et l'authentification en fait par certificat logiciel, bon ça marche pas non plus très bien, parce qu'en fait il y a une réception de SMS, là encore, bon à tous les coups il a oublié son portable ou il y a autre chose, enfin en tout cas ça marche pas très bien. Donc le seul point c'est la carte. Effectivement professionnel, le plus professionnel, et qui parfois, avec le visuel en plus, il se sent un peu plus responsable. Donc on est en train d'expérimenter en particulier le badge main libre, parce que souvent, s'ils peuvent insérer une carte, ils la laissent toute la journée, voire 6 mois, 10 ans, voilà. Donc en fait, ils s'en occupent même plus où elle est. De toute façon, il y a bien quelqu'un qui donnera à nouveau accès. L'autre point, c'est côté mot de passe et habilitation.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un professionnel de santé, aujourd'hui, malgré les systèmes d'information que l'on construit, a souvent 5 à 10 applications qu'il doit utiliser. Au moins 5 à 10, hein, c'est pas plus. Et donc, c'est embêtant d'avoir à chaque fois. Donc, ils sont très portés sur le SSO et 34% des établissements s'y sont mis. Tous non, et bon, en particulier nous, en tant que grand établissement, on a vu beaucoup de failles, parce qu'on est beaucoup sur des postes partagés. Donc, le SSO, sur un poste individuel, bah, c'est génial, hein, on a son poste, bien sûr, heureusement qu'on a du SSO, enfin, c'est bien. Par contre, en poste partagé, quand le collègue pousse pour saisir quelque chose et qu'il peut juste, avec le navigateur, represser sur le lien et il se retrouve en SSO dans l'application et d'ailleurs au nom de l'autre personne, bon, là, on est un peu plus frileux. Par contre, il y a une forte progression des procédures de création et de suppression des comptes nominatifs, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire non plus, parce qu'il y a beaucoup de turnover et surtout parfois une désorganisation. Mais aujourd'hui, 43% des établissements de santé vraiment le font pas mal, vraiment bien. Et c'est également le décret de confidentialité et l'ouverture aussi vers l'extérieur et de plus en plus de professionnels qui viennent dans nos contextes, qui font qu'on a envie quand même d'être un peu plus sûr des comptes qui ont encore droit d'accéder. Concernant la veille en vulnérabilité, alors là, c'est encore un autre contexte parce que nos SI, soit c'est du développement interne, bon, de moins en moins, soit c'est des logiciels, ou alors c'est en sous-traitance en TMA que cela est fait. Et alors ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a environ 43% qui appliquent vraiment des correctifs, alors qu'on en avait 47% il y a 4 ans. Donc c'est même en léger recul. Hein. Et l'autre, donc on voit vraiment que là, en termes de veille de vulnérabilité sur nos solutions, on n'est pas mature. On ne se prend pas le temps, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est vraiment pas mature, pas organisé. Et par contre, en termes de développement, eh bien, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on ne regarde pas, quand on a un développement, ou même quand on a un logiciel que l'on reçoit, on fait rarement un audit pour voir si le développement est sécurisé. Et donc, quand on a l'ANSSI qui intervient, ou quand on a d'autres audits, eh bien, on trouve très facilement des failles et qui parfois même au travers d'une application, qu'on dit très sécurisée, avec je ne sais combien de couches de pare-feu, parfois 10, 15, bon, etc. Eh bien, en fait, on arrive même à aller dans les autres applications, dans l'AD, etc. Donc, on arrive un peu partout parce qu'il y a une faille Java ou autre, ou un export quelque part possible. Et bien sûr, on se retrouve dans la bureautique, on se retrouve dans un autre contexte, et ça y est, c'est parti. Et c'est très courant. La gestion des incidents, c'est encore moi. Alors, concernant la gestion des incidents et la sinistralité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que 56% des hôpitaux ont une équipe qui est chargée de la collecte. Mais 47% ont une cellule qui est partagée pour d'autres incidents. Et seuls 9% sont vraiment des cellules dédiées à la sécurité. Et en fait, ceux qui ont des cellules dédiées, eh bien, c'est les grands centres hospitaliers. Il n'y a pas de mystère. Hein, c'est ceux qui ont réussi, enfin, qui vraiment s'imposent et qui d'ailleurs font également le plus. L'autre point, c'est qu'en fait, on voit que tout baisse. C'est-à-dire qu'en termes d'incidents, on voit que les 5 premières lignes que je vous laisse lire, parce que Olivier me fait des signes, baissent. Mais qu'en termes de sinistralité, c'est toujours, en fait, les mêmes problématiques, des attaques logiques, du sabotage physique. On a beaucoup plus de fraude informatique. Ça, oui, ça a augmenté de 3 à 7. Donc, quand même, c'est le double, hein, si on regarde comme ça. Et les événements naturels, alors ceux-là, on les maîtrise mieux. Hein. Là, ils sont tombés de 3 à 8%. De 8% à 3%, pardon. Et par contre, il y a moins d'un tiers des établissements de santé qui font une analyse d'impact quand ils ont un incident sécurité. Moins d'un tiers. Et surtout, c'est les gros CHU qui font le plus, parce qu'ils ont les moyens. Je laisse la parole. Bien, Olivier nous fait signe, alors on va accélérer. Alors, la continuité d'activité. La continuité d'activité progresse dans les hôpitaux. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
il existe un processus formalisé dans plus de 40% des cas. Alors ce ne sont pas les 60 ou 70% des entreprises, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. Vous regarderez les chiffres, le rapport d'il y a 4 ans. Ceci dit, un hôpital sur 4 annonce ne pas encore avoir fait d'évaluation de ses exigences métiers, ce qui veut dire qu'ils sont plutôt restés à un niveau de réflexion informatique, application, outils. Mais ça va venir. Si on regarde au niveau des exercices, alors les tests, alors là c'est un petit peu moins bien, mais bon, ça finira bien par remonter. Des plans de continuité jamais testés par les équipes informatiques, ça arrive quand même dans 45% des cas. Alors il faut voir le bon côté des choses, il y en a donc 55% qui testent côté solutions informatiques, et puis jamais testés par les utilisateurs, 51%. Donc on n'en est pas encore à les impliquer suffisamment, mais là aussi ça peut progresser. Ceci dit, quand on commence à leur demander mais que testez-vous finalement? Vous faites des tests dans 55% des cas, ça pourrait être bien. On leur demande est-ce que vous testez tous vos scénarios de continuité? Même question pour les entreprises. Et là, on se rend compte que dans 10% seulement des cas, on teste effectivement toutes les solutions au travers de tests récurrents et qui tournent. Donc il y a de la marge. Et puis côté cellule de crise, là c'est un petit peu la même chose. La moitié des hôpitaux ont une cellule de crise, donc la moitié n'en a pas forcément. Et un quart n'a pas de processus formalisé de gestion de crise. Donc il existe une cellule, mais pas un processus formalisé, du moins pas complet. Donc on a bien progressé par rapport à 2010, mais il y a encore de la marge. Question conformité, il nous reste deux thèmes, conformité et tableau de bord. Donc la conformité, on s'est rendu compte que finalement 9 établissements sur 10 affirment être conformes ou en cours de mise en conformité aux prérequis sécurité du programme hôpital numérique dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on sent que c'est un très très fort moteur, l'aspect réglementaire, la pression, les obligations. La conformité par rapport à la CNIL, elle reste à améliorer encore. Vous voyez là, vous avez un graphique sur qui est en charge de votre établissement de faire des déclarations CNIL. On voit que c'est encore assez varié. Question audit, puisque la conformité, c'est aussi les audits, c'est pas juste du déclaratif. Côté audit, on se rend compte que la moitié des établissements font un audit par an, en moyenne. Ceci dit, parmi ceux-là, vous avez 63% d'audits techniques, à peu près autant d'organisationnels et 28% de tests d'intrusion, ce qui n'est pas beaucoup et qui est à mettre en relation avec le chiffre sur les développements sécurisés. On n'est pas encore dans un fort souci en fait de la sécurité au niveau applicatif. On est encore plus dans la sécurité des infrastructures. C'est une question de maturité. Qu'est-ce qui motive ces audits? On se rend compte que c'est avant toute chose la conformité à la PSSI et derrière ça aux autorités de santé, dans 43% des cas. Et puis ensuite, des exigences réglementaires et aussi des audits externes, c'est-à-dire que certaines instances peuvent venir faire des audits au sein de l'hôpital, ça c'est 22% des cas, et puis des audits suite à incident, 16%. Donc on sent toujours que ça fait bouger les choses. Et puis pour terminer, donc sur les tableaux de bord, les indicateurs de sécurité, toujours dans le registre du pilotage et de la maîtrise de la sécurité, on sent une progression, vous voyez sur le graphique, on est passé de 7% à 25% de suivi par tableau de bord. Donc vous me diriez, c'est une très très bonne progression, c'est vrai. On n'est quand même pas encore au maximum. Les indicateurs qui sont choisis en fait dans les tableaux de bord sont là aussi sous la pression réglementaire, dans un certain niveau d'obligation. On retrouve des indicateurs la plupart du temps sur la disponibilité et sur les incidents. Alors c'est assez classique. Beaucoup d'indicateurs sur la conformité avec les exigences du ministère de la Santé et avec la PSSI, 53 à 50%, et puis sur l'avancement des projets également 47%. Alors vous aurez plus de listes d'indicateurs dans le rapport. Donc avant juste de passer la parole à Astrid pour une toute petite conclusion, moi je tenais à remercier toute l'équipe de RSSI. On a beaucoup de gens qui ont participé à ce groupe. Ils ne sont sûrement pas tous là aujourd'hui, mais beaucoup de personnes se sont penchées sur les chiffres, ont fourni des interprétations. Donc il y a beaucoup d'idées dans le rapport. Il y a beaucoup d'apports personnels aussi en plus des chiffres que je vous invite à aller lire. Alors juste une petite conclusion que nous souhaitions faire. C'est vrai que quand vous voyez les chiffres là que nous vous avons montrés, même si la fonction sécurité SI dans les hôpitaux et dans les établissements de santé n'a paru que depuis 6 ans maximum, on voit que ça ne se traduit pas encore très concrètement
Par contre, la SSI, nous, on sent quand même dans nos établissements qu'elle se structure de plus en plus. Et en fait, c'est lié à plusieurs points. Déjà, il y a le besoin, c'est-à-dire qu'on vient tous les jours avec des nouveaux projets d'informatisation, de télémédecine, de réseau de soins, de big data, de ci, de ça. Et on dit, bon, mettez-nous quand même de la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce qu'on est très, quand même, impliqué maintenant par rapport à toute la médiatisation des incidents qui se fait. Et donc, notre direction générale souvent dit, ça alors, qu'est-ce qui se produit? Et nous, on risque rien? Puis tout d'un coup, c'est, parfois c'est nous. Hein. C'est nous et on est dans la presse, etc. Et là, ça remue. Et l'autre point, c'est effectivement les exigences numériques, où on voit bien que pour obtenir des budgets, pour pouvoir faire des projets intéressants, régionaux, nationaux ou autres, eh bien en fait, hôpital numérique, l'HAS avec la certification des comptes et la certification des hôpitaux, des laboratoires et même maintenant des logiciels qui vont se faire aussi, des logiciels de prescription. Et aussi l'ASIP qui maintenant fait avec nous tous une PJSSI, mais déclinée de façon opérationnelle sur des mesures, mais en mettant des paliers. C'est-à-dire, on a compris que ce n'est pas la peine de vouloir atteindre je ne sais quel niveau, parce qu'en fait, on est encore parfois au niveau, pas moins 1, on estime qu'on est au niveau 0. Donc, il faut des paliers, des petits paliers, et que l'on puisse mesurer, et qu'on puisse se dire, lui, il est arrivé, nous aussi. Et donc, il y a une mobilisation, en fait, de la direction générale, car finalement, on ne peut plus candidater aujourd'hui si on n'a pas, effectivement, un certain niveau de sécurité que l'on peut démontrer. Voilà. Merci encore.